Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de réagir, d'analyser, de prendre du recul par rapport aux tragiques événements qui ont eu lieu au Népal hier, le 15 janvier 2023, qui ont vu la mort officielle pour l'instant de 68 personnes, probablement de 72 personnes, dans ce qui est un des pires accidents au Népal depuis plus de 3 décennies, avec un NTR 72-500. La manière dont on va faire ça, comme vous le savez, je ne suis pas enquêteur. Le bureau enquête analyse est d'ailleurs en train de partir là-bas parce qu'il s'agit d'un avion de fabrication française. Nous en saurons plus dans quelques mois, voire peut-être un an et demi. À l'heure actuelle, l'objectif, c'est de vous amener à avoir toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé, prendre du recul par rapport aux informations que vous pouvez voir circuler, savoir ce qui est vrai ou ce que l'on peut faire dire aux images et ce que l'on ne peut pas faire dire aux images. Donc j'ai une dizaine de points que l'on va attaquer chronologiquement juste après le jingle. Premier point, le vol. C'est un vol de Katmandou, qui est la capitale du Népal, 1,5 million d'habitants, 1400 mètres d'altitude, vers Pokhara. Pokhara, c'est ce qu'on aime dire être sa deuxième ville du Népal, 1,5 million d'habitants, mais c'est un petit peu la capitale touristique. C'est de là que partent certains treks, notamment le tour des Annapuras. Vous êtes à peu près 822 mètres d'altitude, à côté d'un grand lac. La distance entre ces deux villes, c'est de l'ordre de 200 km, donc avec Pokhara qui est 200 km plus à l'ouest. Le vol s'est déroulé en fin de matinée avec un accident aux alentours des 11 heures locales. La météo, d'après les images que nous avons, avait l'air d'être complètement correct. L'avion en question est un ATR 72. Pourquoi ATR? Avion de transport régional. Pourquoi 72? Capacité maximum de 72 passagers pour ce type d'avion. Il y a également l'ATR 42. Les ATR, c'est de fabrication franco-italienne et ce sont des avions qui ont une très bonne réputation. Il y en a plus de 1000 qui ont été fabriqués dans le cas de l'ATR 72, propulsés par deux turbines, des turbines qui fonctionnent très bien. Et on est sur des avions qui, à vide, font à peu près 13 tonnes, qui à la masse maximale font 23 tonnes, comme un Rafale. C'est plein de vide, en fait, un ATR. L'avantage, c'est que ça ne consomme pas beaucoup grâce à ces turbines, que ça a une bonne capacité en termes de performance. Et comme tout avion bimoteur, ça a la capacité à voler sur un seul moteur. Donc même si lors du décollage, vous perdez un moteur, même si en croisière ou lors de l'atterrissage, vous perdez un moteur, les performances offertes par votre moteur restant sont suffisantes pour assurer la sécurité du vol. C'est le 12e accident avec perte de vie humaine dans le cas d'ATR. C'est le pire accident pour l'ATR 72. Ce programme d'ATR 72 a commencé, c'était le 27 octobre 1988, le premier vol. Il y a eu différentes versions qui ont existé. Et son défaut de jeunesse, si on peut dire, ça a été des problèmes de dégivrage, des problèmes liés au givrage. Le gros de ces accidents au début, c'était lié à ça. Et plus récemment, de très très bonnes performances quand même pour cet avion qui est apprécié de ses équipages qui souvent commencent sur ATR, sur les avions de transport régional, avant de pouvoir monter après sur des avions plus gros de type 737, A320 ou du long courrier directement. À bord de cet avion, il y avait 2 PNT, personnes navigantes techniques, des pilotes, et 2 PNC, commerciaux, hôtesse steward. Pourquoi 2? Parce que généralement, c'est 1 pour 50 passagers et vous aviez plus de 60 passagers à bord. Yeti Airlines, la compagnie aérienne incriminée, c'est la 2e compagnie du pays. Ils ont eu 6 accidents depuis leur création en 1998. C'est leur premier avec un ATR. Et à l'heure actuelle, ils ont arrêté le reste de la flotte. Ils avaient d'autres types d'aéronefs. Leur plus gros accident avant, c'était en 2008 avec un Twin Otter. Il y avait eu 18 morts. Ils avaient tapé la montagne en phase finale d'approche. Le commandant de bord avait survécu. Mais depuis 2008, pas d'accident mortel chez eux. Premier avec un ATR 72. Et à l'heure actuelle, ils avaient, avant cet accident, 4 aéronefs, 4 ATR. Pokhara a traditionnellement un aéroport et depuis le 1er janvier 2023, ils ont créé un nouvel aéroport tout neuf, ouvert 15 jours avant l'accident, qui a été assez peu utilisé, principalement utilisé en piste 30 depuis son ouverture par les avions de la compagnie. C'était la première fois qu'un avion de chez Yeti apparemment se présentait pour un atterrissage piste 12 et il n'y avait eu qu'un seul atterrissage sur la piste 12 depuis le 1er janvier. Donc un nouveau terrain. Pour être ouvert, ce terrain doit être validé, donc normalement ça ne pose pas de souci particulier. Il est tellement neuf que en source ouverte, là, on ne trouve pas encore les fiches d'approche,
mais vous aviez la possibilité d'approcher piste 30 ou d'approcher piste 12. L'équipage aurait demandé un changement de piste. Initialement prévu pour une approche piste 30, à l'opposé de là par où ils arrivent, arrivant de Katmandou, l'équipage aurait demandé de se présenter pour la piste 12. On ne sait pas exactement quelle procédure ils ont suivi pour l'instant. Néanmoins, c'est lors de cette phase finale d'approche en piste 12 que l'avion a eu son accident. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver de ce côté-là? Soit vous arrivez directement avec une approche publiée aux instruments, soit vous décidez, si la météo est bonne et elle avait l'air d'être bonne, de faire une approche à vue, sans avoir à suivre vraiment aux instruments, comme en avion léger. Soit vous arrivez piste 30 aux instruments et vous décidez de passer à vue et de faire un circle to land et de vous présenter visuellement sur l'autre piste. Il y a des minima météo associés, mais encore une fois, il semblerait que la météo était bonne. D'après les informations que l'on a, nous n'avons pas de tracé transpondeur, ça n'a pas fonctionné. Il faudra donc attendre les trajectoires de vol extraites par le BEA avec les boîtes noires à bord. Eh bien, d'après les informations qu'on a, il avait l'air d'arriver du nord, l'avion, donc on ne sait pas encore, on n'en sait pas plus là-dessus, donc on ne peut pas dire grand-chose. Pour ce qui est de la configuration, le train d'atterrissage était sorti. Il semblerait qu'il y avait au moins un cran de volée à voir, parce qu'on ne voit pas toutes les dernières images. Et ce qui est sûr, c'est que l'avion est progressivement monté en incidence, donc a réduit sa vitesse, est monté en incidence jusqu'au moment où vous avez eu décrochage de l'aile gauche et ce qui a amené l'avion à partir. Sur ATR-72, vous avez différents systèmes de protection. Vous avez un stick shaker qui va vous faire secouer le manche de manière à vous prévenir « attention, ton angle d'incidence est en train de monter, il va falloir que tu rendes la main ». Si vous ne rendez pas la main, vous avez également normalement un système de stick pusher qui pousse le manche pour vous, qui vous incite à rendre la main, qui rend la main pour vous. Donc stick shaker, ça vibre, stick pusher, ça pousse. On ne sait pas si ça a fonctionné, si ça a été déclenché. Dans tous les cas, les images. Donc vous avez deux types d'images qui existent sur cet accident. Vous avez les images du décrochage et du départ NEBA. Vous avez des images filmées par un passager. Je ne vous partagerai pas les images filmées par un passager, il n'y a pas de plus-value là. Pour les images du départ, on vous montre juste le départ. Là, vous voyez juste le départ. Pourquoi? Parce qu'on voit bien cette montée en incidence, donc réduction de la vitesse. Réduction de la vitesse, et là, à un moment, ça part en AC sur la gauche. Et si on zoome, on voit qu'il y a une action aux ailerons vers la droite. On voit qu'au niveau des ailerons, ça réagit. Ce n'est pas ce qu'il faut faire normalement, c'est la réaction naturelle, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, ça n'aide pas. Dans tous les cas, un départ comme ça, à cette hauteur-là, voilà, c'est pas récupérable, il faut être franc. Donc c'était trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de se mettre dans cette situation-là. Donc éviter d'avoir cette perte de vitesse. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez avoir un décrochage simple. Donc vous avez cette montée en incidence. À un moment, vous avez une ou les deux ailes qui décrochent et ça part. Si vous n'avez pas un vol bien symétrique, vous allez avoir ce décrochage qui part d'un côté. Autre possibilité, ce qu'on appelle la VMCA, la vitesse minimum de contrôle dans l'air. Vous avez un bimoteur. Il y a les deux moteurs. À un moment, vous êtes à basse vitesse et vous avez les deux moteurs qui poussent à fond. Donc les deux moteurs qui tirent là, vous êtes à basse vitesse. Vous perdez un moteur. Schlack. À un moment, vous perdez la propulsion de ce côté. Vous êtes maintenant à basse vitesse. Vous n'aviez pas décrochage, mais vous êtes sous la VMCA, vitesse minimum de contrôle dans l'air, à cause du couple qui va être créé par le moteur restant qui tire. Là, à cause de ça, là, tac, vous allez avoir votre avion qui va se mettre à partir. À ce moment-là, la seule réaction possible, c'est réduire la puissance du côté du moteur qui crée de la poussée, qui crée de la traction, de manière à pouvoir récupérer le contrôle de son avion. Donc on parle, dans le cas des bimoteurs, de vitesse de décrochage, mais également de VMCA, vitesse minimum de contrôle en l'air, quand vous avez une poussée dissymétrique ou une traction dissymétrique, parce que vous perdez un moteur. Au vu des images, il est impossible de dire si les deux moteurs marchent ou s'il y a une panne d'un des deux moteurs. Il est possible qu'à un moment, un moteur tombe en panne. Est-ce que c'est probable? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas à vous donner un degré de certitude, si je puis dire. On ne sait pas, l'enquête le dira. Mais il faut avoir conscience qu'avec ces bimoteurs, si vous faites de l'avion léger, on a ces problèmes supplémentaires que sont la VMCA. Donc il faut faire très très attention, encore plus j'ai envie de dire, quand on est à basse vitesse. Normalement, comme vous le savez, nous approchons à 1,3 de la vitesse de décrochage, ce qui veut donc dire que vous avez 30% de marge par rapport à la vitesse de décrochage,
Prenons peut-être que dans cette configuration, l'ATR avait une vitesse de décrochage de 80 nœuds dans cette configuration-là. Eh bien, on fait 80 fois 1,3. Grosso modo, il y a des petites variantes et ça vous donne une marge de protection. Sur super étendard dans la chasse embarquée, on approchait à 1 ou 2 nœuds de la vitesse de décrochage. C'est un autre, quelque chose de très différent et de beaucoup moins sécure. C'est pour ça, dans l'aviation de ligne, tout est pensé pour que ça se passe bien. D'où ces marges. Les prochaines étapes suite à cet accident, c'est les enquêteurs qui vont arriver sur place, qui vont essayer de regarder d'un point de vue matériel, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, d'un point de vue procédural, comment est-ce qu'on doit se poser sur ce terrain, quelles sont les procédures chez Yeti Airlines, quelles sont les procédures appliquées chez les ATR de Yeti Airlines, comment est-ce qu'ils étaient censés se présenter. Ensuite, d'un point de vue repos, d'un point de vue facteur humain, dans quel état était de fatigue et de formation étaient les équipages, et ils vont donc regarder de manière très méthodique tous ces points-là, les uns après les autres, en évitant tous les biais et en évitant les pressions éventuelles des autorités locales, du constructeur, je dis ça mais c'est pour vous donner une idée, hein, je ne dis pas qu'il y en a d'habitude, des familles, toutes ces choses-là. Donc c'est un métier très compliqué et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que quand ils vont publier leur rapport, croyez-moi, ils y auront réfléchi et ce qu'ils vont en sortir va permettre à la communauté aéronautique d'en sortir grandi, d'apprendre des erreurs qui ont eu lieu ce jour-là, s'il y a eu des erreurs. Maintenant, que vous soyez pilote léger, pilote du LM ou autre, il y a quand même quelque chose que l'on peut se rappeler, que l'on peut apprendre de ces images, de cette montée en incidence et de ce départ. Eh bien, c'est la vitesse, c'est la vie. Quelle que soit votre phase de vol, si vous n'avez plus de vitesse, ça ne marche pas. On l'a vu avec Air France 447, on le voit avec cet avion qui monte en incidence avant de partir. Un avion va pouvoir être dirigeable tant qu'il est au-dessus de sa vitesse de décrochage ou au-dessus de sa VMCA. Vous devez toujours vous assurer d'avoir la vitesse minimum requise pour la conduite de votre avion. Et c'est pour ça, on le dit, on le répète, mais c'est vrai et il faut continuer à le répéter, ce sont toujours les bases qui tuent et aviate, navigate, communicate, c'est la base. Aviate, je pilote l'avion. Une fois que mon avion est à la bonne vitesse, je peux naviguer, me poser la question où est-ce que je vais. Une fois que mon avion est à la bonne vitesse, que je sais où je vais, je peux communiquer. Aviate, navigate, communicate. Et pour ce faire, il faut en permanence ramener votre scan visuel vers votre vitesse. En permanence, vous assurer d'être à la bonne vitesse. Et si vous voyez que votre vitesse chute lors d'une phase d'approche, en cas de doute, pas de doute, la main des gaz sur l'avant, remise des gaz, les ailes à plat, on s'écarte du sol, on débriefe, on se représente pour une nouvelle approche. La vitesse, c'est la vie et je pense que c'est la chose à se rappeler sur ces images-là. La seule vraie chose que l'on peut faire dire à ces images-là à l'instant T, c'est qu'il vous faut de la vitesse, il faut faire attention à l'angle d'attaque. Et si vous faites du bimoteur, avoir conscience de votre VMCA, faites de l'avion de manière générale, avoir conscience de votre vitesse de décrochage et toujours avoir des marges parce que l'objectif numéro 1, c'est la sécurité. Pour les passagers, pour l'équipage, pour les personnes au sol, et s'il faut remettre les gaz, eh bien on remet les gaz. On reparlera de cet accident une fois qu'on en saura plus, probablement avec soit le rapport initial s'il y a des choses intéressantes, soit avec le rapport final, et je suis sûr qu'il sera très intéressant grâce à toutes les parties qui vont y prendre part. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, fly safe.